I have long believed that a society that stops exploring is a society that stops progressing. This program is the bridge to the future for human spaceflight. What happened in this last year is truly phenomenal. The space station today is the largest and most capable space station ever flown. Liftoff of the Soyuz rocket, beginning the first expedition to the International Space Station and setting the stage for permanent human presence in space. Permanent human presence in space. Human presence in space. Presence in space. In space. In space. Pierre Thomas, si vous êtes venu si nombreux, je suppose que c'est vous que vous le connaissez ou que vous en avez entendu parler. C'est déjà un habitué du festival. Il est un petit peu atypique par rapport à ce festival d'astronomie puisqu'il est géologue, mais il est géologue des planètes. Il s'intéresse beaucoup aux planètes, donc on l'excuse. Voilà. Le monde n'est pas parfait. L'année dernière, il était venu, il avait fait le fameux quart d'heure de Curiosity, que vous aviez été très nombreux à suivre, et qui nous avait jour après jour donné les nouvelles de l'arrivée, du déploiement, des premiers jours, des premiers instants de Curiosity. Et puis on s'est dit cette année, nous tous, même si c'est pas un projet essentiellement français, il est quand même un peu européen, nous tous contribuables qui avons quand même payé très cher ce joujou, on aimerait bien savoir qu'est-ce qu'il a fait depuis un an. Est-ce qu'il a permis réellement d'obtenir des résultats? Bon, on sait bien qu'il ne faut pas attendre des petits hommes verts, mais est-ce qu'il a obtenu des résultats significatifs? Et donc, voilà, Pierre Thomas s'est proposé, qui a suivi l'affaire de très près, se propose ce soir de nous expliquer où on en est, en fait, qu'est-ce que Curiosity a découvert pendant un an, quel boulot il a fait pendant un an. Merci. Donc, comme avec l'âge, tout se rigidifie, enfin presque tout, je m'assieds. Donc, on va parler de Curiosity, que vous connaissez. Le problème de Curiosity est le suivant. On sait depuis à peu près 71-72, avec la mission Mariner 9, que de l'eau a coulé sur Mars. Vous avez par ici un paysage Mariner 9, avec donc toutes ces eaux qui ont coulé. L'intérêt, la question qu'on se pose, on voudrait savoir si cette eau liquide, donc il n'y a absolument plus aucune question sur l'eau liquide, est-ce qu'elle a permis le développement d'une vie ancienne et primitive à l'époque où cette eau coulait, c'est-à-dire il y a entre 3 et 4 milliards d'années. Ça, vous avez l'histoire de l'eau liquide sur Mars. Actuellement, en surface, il n'y en a plus. Il faut être beaucoup trop froid et trop sec. Il y en a peut-être en profondeur. Mais entre, on va dire, disons, 3 et 4 milliards d'années, il y avait de l'eau liquide sur Mars. Or, à la même époque, ça c'est l'histoire de l'eau liquide sur la Terre. L'eau liquide était liquide à cette époque-là sur Mars et sur la Terre à la fois. Et c'est à cette époque-là que la vie est née sur Terre. Les plus vieilles traces de vie sur Terre, c'est au niveau du trait violet. Donc la vie sur Terre est née avant le trait violet. Ça, c'est les plus vieilles traces. Vous voyez que quand la vie est née sur Terre, elle aurait pu naître sur Mars. Donc la question, c'est est-ce qu'elle y est née? Sachant que si elle y est née, elle n'existe plus aujourd'hui en surface. Donc, alors, où est-ce qu'on va aller chercher cette eau? C'est à cette époque-là, il faut trouver des terrains de cette époque-là qui ont voir si c'est possible. Alors, il y a eu un grand débat dont j'avais parlé l'an dernier. Où aller? Il y avait 30 sites au départ, on en a sélectionné 4, et une grosse bagarre, et finalement, ceux qui payaient ont choisi, c'est donc les Américains qui ont choisi. Si vous n'êtes pas content, il fallait payer plus. Donc, on a choisi le cratère Gale. Pourquoi ce cratère? Voici une vue du cratère. Je vous l'avais montré ça l'an dernier. Ça, c'était l'ellipse de Confiance. Le robot allait atterrir là-dedans, et là-dedans, c'est au pied de cette grosse montagne. Il s'est exactement posé sur le petit point vert là. Pourquoi au pied de cette grosse montagne? Parce qu'avec les vues des satellites en orbite autour de Mars, on sait que toute la base de cette montagne, qui fait 5000 mètres de haut,
mais au moins les 1500 à 2000 premiers mètres, il y a plein de strates, de couches qu'on va voir. Et en se disant, si on prend cette vallée et qu'on remonte là, on va remonter 2000 mètres, ça fait des dizaines de millions d'histoires géologiques martiennes, et on aura, c'est comme quand on remonte le canyon du Colorado, les roches les plus vieilles en bas, les roches les plus vieilles en haut, et on pourra avoir une bonne tranche d'histoire martienne. On a donc décidé de se poser quelque part dans l'ellipse, ça a parfaitement marché, on est dans l'ellipse, on est là, et voilà pourquoi on a vraiment choisi, là encore c'est une photo que je vous ai montrée l'an dernier, c'est à partir des images prises depuis les sondes en orbite, les couches différentes, la base de la montagne, et avec des spectres, on peut avoir une idée, plus ou moins grossière, de la minéralogie des choses. Alors il y a de l'oxyde de fer, et là on voit argile, 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 argile. Argile, ça veut dire eau liquide. Et quand l'argile est de la smectite, comme c'est le cas ici, c'est de l'eau liquide qui n'est pas trop acide. Et ça, c'est vachement bien pour la vie, l'eau liquide pas trop acide, donc plus pour la vie, mais même pour l'origine de la vie. Donc c'est bon, on a dit là, on a 2000 mètres d'histoire de Mars, on y va. Alors, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord. L'histoire optimiste de ce lac, c'était un cratère dans lequel le bleu, c'est l'eau. Hein. Il y a eu de l'eau qui a déposé des sédiments. Des fois, l'eau a même débordé et on a déposé plein de couches de sédiments. Donc le cratère était archi rempli de sédiments. Et après, eh bien, il y a eu de l'érosion qui a presque redonné au cratère sa forme initiale. La montagne qu'on voit au centre, ce n'est pas le piton central comme il y a tous les cratères, c'est un piton central tapissé de sédiments. Ça, c'est les optimistes qui disent ça. Les pessimistes disent, mais pas du tout, les strates que vous voyez, c'est fait par d'autres processus. Alors, je ne vais pas détailler, il y a des gens qui font intervenir des glaciers, il y a des gens qui font intervenir des dunes. Ça, c'est les gens qui sont pessimistes, ils n'ont pas forcément tort. Et il ne faut pas être monomaniaque, il peut très bien y avoir la base de la montagne qui serait due à des phénomènes de lac, et les sommets de la montagne qui seraient dus à des phénomènes éoliens. Il y a des gens qui veulent être blancs, noirs, mais ils n'aiment pas le métissage, et il est tout à fait possible que cette montagne ait une origine mixte. Si au moins la base a une origine d'eau sédiment dans des lacs, ça serait génial. Donc la mission a été conçue en 2003, elle est partie en 2011, elle est arrivée il y a 1 an et 2 jours, rappelez-vous, sur Mars, tout est allé bien. J'avais une des dernières photos peut-être que j'avais pu vous montrer, c'est une photo prise depuis l'orbite toujours, où Curiosity s'est posée là vous avez l'échelle, 500 mètres. L'espèce d'hélicoptère de grue qui l'a déposé s'est écrasé ici, le bouclier thermique s'est écrasé là, et la coquille arrière plus le parachute sont allés s'écraser ici. Alors ça c'est une vue plus détaillée, le rover est là. En s'atterrissant, la poussée des réacteurs a soufflé la poussière, ce qui a noirci une partie. Alors, à côté, c'est noir à cause des carburants mal brûlés, mais sinon, c'est le balayage, il a nettoyé la poussière qui recouvre tout, et ça fait plus sombre. Et si on zoome un maximum, on voit très bien, donc c'est ici, le robot lui-même, qui brille au soleil, avec les traces de rétrofusée, c'est bleuté, et puis là où la poussière a été déblayée. Alors ça, c'est une photo c'est plusieurs photos de suite. Vous avez la date de prise des photos, donc c'est entre août et janvier. C'est le bouclier arrière avec le parachute, et quand il y a des coups de vent, le parachute change, vous voyez. Entre août et octobre-novembre, il a une certaine direction, puis en novembre-décembre, il y a un coup de vent, il change. Voilà, donc c'est joli de voir ce parachute qui est toujours attaché. Et peut-être lors du prochain hiver où il y a des grandes tempêtes, le parachute va partir au loin en entraînant le malheureux bouclier là, et vous aurez cet engin qui va trimballer de la quincaillerie à la surface de Mars, et ça troublera les Martiens s'il y en a. Alors là encore, on en a parlé l'année dernière, voici ce robot Curiosity. L'échelle vous est donnée par ces personnages, 900 kg, dont 75 kg de matériel purement scientifique. Tout le reste, c'est des moteurs, des roues, des réacteurs nucléaires et tout ça. Alors le but de ce robot, il y en a 3, dont 2 qui m'intéressent, les 2 premiers. Le dernier, c'est pas qu'il est inintéressant, mais c'est pas tellement ma préoccupation dont je vais parler aujourd'hui. C'est recenser les composés avec du carbone réduit. Alors quand un composé chimique a du carbone réduit, on appelle ça du carbone organique, même si c'est pas dû à la vie. Organique ne veut pas dire d'origine biologique, ça veut simplement dire du carbone réduit, c'est-à-dire avec de l'hydrogène. Recenser ces composés s'il y en a avec du carbone réduit, établir leur distribution, dans quel type de roche ils sont, essayer de quantifier les éléments fondamentaux de la biochimie, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le phosphore, le soufre, tout ça, et voir pourquoi pas leur composition isotopique, s'il y a plus de carbone 12, de carbone 13 et tout ça, et identifier d'éventuelles traces de processus prébiotiques
par exemple des molécules vachement complexes, en C14, C15, je ne sais pas, et pourquoi pas, mais là il ne faut pas rêver, des processus biologiques, mais ça, le robot n'est pas très bien fait pour voir des processus biologiques. Et le deuxième gros intérêt, c'est caractériser les compositions de surface de Mars et les couches, c'est vraiment de la géologie, la minéralogie et tout ça. Et puis éventuellement, il fera de la météo. Alors, ça, rappelez-vous, c'était il y a 1 an et 2 jours, la première photo qui est arrivée, on était, ouais, c'est formidable, en fait, c'est pas formidable du tout, parce que cette photo, elle est prise à travers un cache qui est devant la caméra pour pas qu'il y ait trop de poussière. Le cache est plein de poussière, on l'a pas encore enlevé. Pour des problèmes de transmission, mais volontaires, au lieu de faire une image de 1200 pixels sur 1200 pixels, ça doit être 200 sur 200, simplement pour voir que c'est bien. Alors on voit l'ombre du robot, on voit une espèce de ligne, on voyait pas grand-chose, mais on était très contents. Alors le lendemain, ils ont enlevé le cache, ils ont nettoyé, on voyait déjà bien mieux. Alors c'est avec un fisheye. On voit par exemple que la ligne noire, c'est une rangée de dunes. Enfin, ici, on ne voit pas que c'est des dunes, mais on le savait. Et ces dunes vont vraiment nous embêter parce que vous voyez, l'objectif est là. Et entre nous et l'objectif, il y a un grand cordon de dunes. Et on ne va pas y traverser parce qu'on a peur de s'enliser. Il va falloir faire tout le tour, faire 8 km pour remonter par là. Donc, c'est comme ça. Et puis ensuite, les Américains, évidemment, ont détordu l'image. Et là, vous avez ça. Et c'est très bien. Tout ça, c'était dans les premiers jours. Assez vite, la NASA a publié des images globales, d'abord noir et blanc. En couleur, il a fallu attendre le 28 août dernier pour avoir cette image en couleur, alors qu'en noir et blanc, c'était le 20 août. Où là, c'est vraiment un panorama sur 360 degrés. Vous avez le nord, l'est, le sud, etc. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer entre nous des fragments. Si je zoome sur le mont Sharp, l'objectif est par là. Et on ne peut pas y aller directement, il va falloir y aller comme ça. Vous voyez la taille, on ne se rend pas compte, hein, le trait noir fait 1 km. Donc on va zoomer, et à chaque fois que je mets un trait rouge ici, c'est que la photo d'après, ça aura un zoom à la verticale du trait rouge. Comme ça, ça pourra vous permettre de vous reporter. Le sommet est à 20 km de distance et à peu près 5000 mètres plus haut. Et la base est à 4-5 km à vol d'oiseau, il faudra faire un détour d'à peu près 8 km pour y arriver. Alors on zoome, regardez comme ça commence à devenir beau. Le fameux cordon de dunes de sable noir qu'il faut éviter, il est là. Alors on va zoomer là-dessous. Alors là le géologue commence à frétiller d'aise parce qu'on voit des couches, c'est extraordinaire. On va zoomer là. Et vous avez des photos, mais enfin, elle va tomber par terre. Et c'est notre robot d'ici 1 an ou 2 qui va serpenter là-dedans et lire l'histoire de Mars comme un livre d'histoire en parlant par... Alors là, il commencera par les dernières pages, les pages les plus vieilles, et il va remonter l'histoire pour aller aux pages les plus récentes. Ils espèrent, si tout marche bien, le faire monter de 2000 mètres. Il faut imaginer. Alors, ça, j'aime bien toujours montrer des comparaisons entre les paysages martiens et les paysages terrestres. Bon, ça va de soi, hein, les Américains l'ont fait aussi. C'est d'ailleurs eux qui ont choisi ce paysage, c'est dans l'Ouest américain. Il y a des couches, c'est très beau. Alors, on peut aller un peu plus loin. Ça, je vous ai montré ce schéma. Les différentes couches, le passage entre une eau acide en haut et une eau pas acide en bas. On voit ça d'après les minéraux déterminés par les études spectrales. Et là, quand on est en bas, on voit que les couches du bas, là, j'ai mis un trait rouge, correspond vraiment à cette limite. La géologie du bas n'est pas la même que la géologie du haut. Donc ici, il y a 3 milieux. Le bas neutre, avec de l'eau neutre, le bas avec de l'eau acide, le haut avec de l'eau acide, et le super haut, les minéraux ne disent pas si c'est acide, basique et tout ça, donc ça c'est terra incognita là-haut. Donc il y a 3 milieux à étudier, je ne sais pas s'il pourra monter jusqu'au 3e. Alors déjà le géologue quand il voit ça, c'est un zoom, non seulement on sait qu'il y a 3 milieux, le bas neutre, le bas acide et le haut, on voit que la géométrie des couches n'est pas la même. Là, j'ai dit avec les traits bleus, le pendage des couches, c'est peut-être une dizaine de degrés, et là, c'est une vingtaine de degrés. Donc, le bas et le haut, non seulement n'ont pas forcément la même chimie, là, il y a des données spectrales, donc c'est-à-dire qu'il y a des minéraux qui absorbent blanc, là, il n'y en a pas, et la géométrie des couches n'est pas la même. Là, il y a vraiment une rupture géologique, une frontière formidable entre les terrains du bas et les terrains du haut. Qu'est-ce que c'est? Ben, je vous le dirai ça dans peut-être 2-3 ans, si on y arrive. Alors on va zoomer sur la montagne parce que c'est trop beau, rien à dire, à chaque fois on zoome. Alors regardez ça, par exemple, il y a une couche un peu plus dure que le reste qu'on suit sur des kilomètres. C'est fou.
Alors, une fois qu'on est là, la caméra peut se retourner, on voit l'autre côté du cratère, c'est le bord du cratère, qui est à 20 km au nord, on a quand même un beau paysage. Alors, avant de partir, le robot essaye de voir si tout marche bien. Alors, une des curiosités de ce robot, parce que c'est français, c'est la première fois qu'on spécialise ça, c'est Chemcam, avec un laser un peu plus puissant que le mien, on tire sur une roche. Alors ça, c'est un dessin fait avec un paysage de Opportunity. Je ne vais pas vous raconter comment ça marche, parce qu'il y a eu 2 conférences de Jean-Baptiste Sirvin, dimanche et lundi dernier, et c'était très bien, et ceux qui n'y sont pas venus ont eu tort. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il va tirer là-dessus. Alors, et quand il tire, il photographie la zone avant les tirs et après les tirs. Donc, chaque tir laser vaporise un petit peu la roche, ça fait un petit trou de quelques fractions de millimètres. Et en analysant le spectre émis par le plasma de la roche vaporisée, on peut savoir si cette roche contient X% de silicium, Y% de calcium, Z% de soufre, etc. On a une composition chimique grossière, mais globale, et ça va vite. On pointe, alors la manip que nous a fait Sirvin, il mettait l'appareil sur n'importe quoi, on a pris un caillou, 3 minutes après, on avait la composition chimique. Et on peut recommencer. Alors, toujours quand il est en place, il n'est toujours pas parti, il fait de la météo. Alors là, c'est la variation de la pression sur 3-4 jours. Là, c'est la variation de la température sur 1 jour et demi. Vous voyez que la température oscille entre la nuit, moins 90, le jour, plus 2, en gros. Donc ça pourrait faire des chocs thermiques. Hein. Moi, mon grand-père me disait qu'il ne fallait pas boire de l'eau froide après avoir mangé la soupe, parce que les chocs thermiques cassaient l'émail des dents. Là, il y a 90 degrés d'amplitude de choc thermique. Il faudra peut-être en tenir compte. Alors, il a un bras porte-instrument, ce Curiosity, qu'il a sorti que le 20 août. Alors, dans ce bras porte-instrument, il a une balayette, une pelleteuse, une foreuse, une loupe binoculaire très puissante, un appareil qui émet des particules alpha pour connaître la réaction. Donc, plein d'appareils. Il ne les a pas testés sur place parce qu'il n'y avait rien à faire. Il a simplement regardé si tout marchait bien sur lui-même. Et puis, il est parti le 22 août. Donc, le festival était largement fini depuis longtemps. Il s'est posé là, donc, il est parti, et vous voyez les traces de ce réacteur de droite et de gauche, les réacteurs de la grue qui le portait, vous vous rappelez comment il est descendu, porté par une grue au bout de câble, et là vous avez la trace des réacteurs à droite, à droite pour lui, et à gauche pour lui. Et il est parti. Là on est un peu plus tard, le 30 août, au début il ne va pas très vite, et on voit très bien sa trace. Et il va commencer à faire de la géologie, hein, il est payé pour ça. Alors début septembre, on voit des couches qui commencent à être intéressantes, parce que quand on les regarde de près, par exemple, je vais zoomer ce coin-là, vous avez l'échelle dans ce secteur, si je zoome ce coin-là, vous voyez une roche constituée de galets, ici il y a un gros galet de quelques centimètres, si vous regardez ailleurs, vous avez plein de galets, et la plupart des galets sont un peu ronds. Si on regarde, ça c'est des galets martiens, un peu ronds, ça c'est des galets terrestres, un peu rond, et la comparaison saute aux yeux. Comment fait-on des galets comme ça? Par exemple, au bord d'un ruisseau de montagne, et les galets sont un peu ronds. Alors la NASA, qui aime bien se faire mousser, c'est le contraire de l'ESA. L'ESA, quand elle a des résultats, elle ne le dit pas. La NASA, même qu'elle n'en a pas d'extraordinaire, se fait mousser. On a eu un café des sciences sur la communication. La NASA communique extraordinairement bien, puisque des fois ils arrivent à vendre un peu des vessies pour des lanternes. Mais alors ils ont dit, cher, on a la preuve qu'il y a de l'eau liquide sur Mars. Il y a des gens à la NASA qui font le recensement. C'était la 1500e fois que la NASA disait avoir eu la preuve qu'il y a de l'eau liquide sur Mars. On la connaît, cette preuve, depuis 1972, je vous le rappelle. Il y a la NASA, enfin, les communicateurs de la NASA et les journalistes qui ne le savent pas encore. Alors, est-ce que c'est une grande nouvelle, ça? Non. Je vous rappelle le cratère Gale, la montagne, là où on s'est posé. On zoome le carré noir. Je vais vous montrer pas mal de photos où il y a marqué Google Earth. Parce qu'à côté de Google Earth, il y a Google Mars, c'est accès libre, gratuit, etc. Et on peut naviguer soi-même sur Mars en relief, tourner autour des montagnes. C'est assez extraordinaire. Donc le robot s'est posé là. Rappelez-vous, l'objectif est là. Il va falloir qu'il fasse le tour comme ça pour éviter les dunes. Regardez, là, il y a un lit de rivière. Et là, en fait, on est dans un espèce de delta. La NASA a publié cette carte d'altitude. Alors, on le connaissait bien avant que le robot se pose. On est donc à la partie lointaine, aval, d'un delta de rivière.
Eh bien, figurez-vous que dans un delta de rivière, on trouve des lits de rivière. C'est pas une grande nouvelle. C'est satisfaisant, on les a trouvés. On n'aurait pas trouvé, on n'aurait pas été content. Mais enfin, c'est normal, c'est pas une information de toute première grandeur. Mais enfin, quand même, c'est satisfaisant. Alors, j'ai pas pu résister. Ça, c'est le delta en vue oblique. C'est la NASA qui a publié ce dessin. Le robot s'est posé là. Ça, c'est les lits de rivière suffisamment importants pour qu'on les carte de l'espace. Là, on ne voit pas, il n'y en a plus que des petits. Alors, j'ai cherché sur Google Earth Terre si je voyais des deltas terrestres qui ressemblaient. J'ai trouvé que celui-là ressemblait pas mal. Alors, je l'ai mis. Bon. Alors, il faut partir. L'objectif principal, à cause du cordon de dune, il faut qu'on aille au sud-ouest, faire 8 km avant d'obliquer. Le sud-ouest, c'est par là. Or, il part par là. Qu'est-ce qu'il est allé foutre par là? Eh bien, il est allé par là parce que vous voyez tout de suite qu'il y a des terrains ici qui sont, on va dire, gris, et là, qui sont beaucoup plus clairs. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, les terrains gris, il les a vus, c'est là où il y avait les lits de torrents, par exemple. Il dit peut-être que ça, c'est différent. Alors finalement, ça fait faire un détour qui n'est pas très grand. Hein. On a 8 km à faire pour y arriver. Ça fait 500 mètres aller. 500 sur 8, 100, ça fait donc pas beaucoup pour cent. Hein. Les économistes se trompent de beaucoup plus pour cent que ça. Et ils sont beaucoup mieux payés que les chercheurs de la NASA pour beaucoup plus se tromper. Donc, ce n'est pas un problème. Donc, ils vont aller voir là et il part. Alors, il part, il monte des photos. Alors, la NASA est extraordinaire. Quasiment tous les jours, elle monte les photos prises la veille ou l'avant-veille. Alors, ce n'est pas forcément prise la veille parce qu'elles peuvent être gardées en mémoire par le robot et transmises via les autres satellites avec du retard. Mais grosso modo, toutes les photos sont communiquées très rapidement. Les résultats d'analyse, absolument pas. Les photos, toutes communiquées. Mais en général, elles communiquent les photos brutes de décoffrage. Il n'y a rien, aucune légende, aucune échelle, rien. C'est à vous de vous débrouiller pour les interpréter comme vous voulez. La NASA dit argent public, résultat public, c'est très bien. L'ESA dit argent public, résultat caché, c'est très vilain. Mais là, les politiques devraient faire quelque chose auprès de l'ESA. Mais beaucoup de gens, face à une photo de Mars brute de décoffrage, ne font pas grand-chose. Et 3-4 fois, je vais vous faire des interprétations privatives que je fais moi-même sans avoir aucune garantie, parce que je n'ai pas les analyses. La NASA les a. Elle peut peut-être, avec les analyses, confirmer, infirmer, modifier, etc. Mais je vous donnerai mes interprétations comme ça va. Alors, le 19 septembre, la NASA décide qu'elle va utiliser ses premiers instruments d'analyse qui ne consomment pas de matériel important. Par exemple, pour faire de l'analyse chimique, pour rechercher la matière organique, elle va pouvoir faire 74 analyses, parce qu'elle a 75 petites fioles. Pas plus. Quand elle aura fini ces 74 analyses, elle ne pourra plus. Donc, il faut les choisir à bon escient. Elle en a déjà utilisé 3. Il en reste 71. Mais là, par exemple, ils n'ont rien fait, mais ils ont utilisé plein de choses déjà. Ils ont regardé, et tout marche très bien. Alors, ce qui est extraordinaire, nous, c'est qu'on sait quand ils ont fait du travail d'analyse. Parce qu'avec les photos, ils photographient évidemment leurs bras manipulateurs posés sur le caillou. On sait qu'ils ont mis leur appareil d'analyse sur le caillou. On sait qu'ils ont des résultats. On ne sait pas lesquels. Donc on est un peu frustré. D'après ce qu'ils ont dit, rien de neuf ici. Alors il y a un journaliste, un communicateur de la NASA qui a dit on va vous faire une nouvelle extraordinaire. Une nouvelle extraordinaire, c'est que c'était une roche volcanique, la belle affaire. Et on continue. Alors là, je vais vous montrer justement une interprétation tout à fait personnelle. On est le 28 septembre. Alors les jours en martien, ça ne s'appelle pas jour, ça s'appelle sol. Un sol, c'est un jour martien qui fait 24 heures et une quarantaine de minutes, c'est presque une journée. La NASA publie plein d'images, voilà le genre de paysage. Alors déjà, le géologue, il est extraordinaire, il voit des couches partout. Enfin, c'est des couches de torrent, on est sur un torrent delta. Et puis on voit des choses bizarres. Par exemple, regardez-moi ça, là. C'est quelque part un de ces cailloux qui est là. Sur une couche dure, vous avez ce caillou, on dirait qu'on a un gros bloc comme s'il avait été éclaté. Ici aussi, un autre gros bloc éclaté. Et tout de suite, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est de la cryoclastie. Cryoclastie, ça veut dire cassé par le froid ou par le gel. Alors, qu'est-ce que c'est sur Terre de la cryoclastie? Là, vous avez un célèbre couteau, que vous allez revoir d'autres fois. On est en Islande. Quand vous avez des galets, il y a une petite fissure de rien du tout, il pleut, ça gèle. La glace augmente de volume, ça fait claquer la roche. Alors là, la roche n'est pas trop éclatée. Vous voyez son contexte, elle n'a pas trop éclaté. Mais ici, la roche a complètement éclaté. On reconnaît que c'est un ancien... La roche a complètement éclaté. Le contexte, vous voyez, on est vraiment à côté d'un glacier. L'hiver, je peux vous garantir que ça doit geler très fort. Alors on peut comparer ça à la Terre, à ça sur Mars. Avouez que ça ressemble un petit peu. Alors on a envie de dire, c'est formidable, il y a de la cryoclastie sur Mars.
Le problème, c'est que sur Mars, au jour d'aujourd'hui, ça c'est pas vieux, hein, c'est quelques dizaines de siècles tout au plus. C'est tout jeune pour un géologue. Depuis quelques dizaines de siècles, il n'y a pas d'eau liquide sur Mars. Même si la température dépasse 0 degré, ce qui arrive tous les midis, il fait 2 degrés, la pression est trop faible. Donc la glace, s'il y a de la glace, elle devient vapeur. Et s'il y a de la vapeur, la nuit, ça redevient de la glace, c'est-à-dire c'est du givre. D'ailleurs, on sait qu'il y a du givre sur Mars depuis 76-77. Voici un paysage filmé par Viking 2. Le rocher où j'ai mis la croix bleue, c'est le même pour donner le paysage. Le jour, et au petit matin, il fait jour, le soleil vient de se lever, mais il n'a pas encore complètement fait sublimer, disparaître le givre. Alors, est-ce que de l'eau liquide qui rentre dans une fissure et qui gèle, c'est pas possible sur Mars? Par contre, quand il y a du givre qui se dépose, il y a les cristaux qui poussent. Et si vous avez des cristaux de glace qui poussent dans une fissure, ça peut éventuellement le pousser tellement fort que ça ouvre la fissure. Et moi, j'interprète cette figure-là comme un galet cassé par la croissance des cristaux dans une fissure. C'est de la cryoclastie, mais non pas par gel d'eau liquide, mais par dépôt de givre. Interprétation absolument pas garantie, c'est purement personnel. Alors, le robot continue, là on est le 2 octobre. Là, je vous rappelle les bancs de galets qu'on a vus il y a 5 minutes. On voit des bancs ici qui sont beaucoup plus fins, c'est très stratifié. En fait, ce n'est pas des galets, c'est du sable, tout simplement. Donc la rivière, de temps en temps, roulait ses galets, et puis de temps en temps, c'était des bancs de sable. Vous avez le torrent de montagne ou les bancs de sable de Loire. Mais d'ailleurs, il y a des endroits de la Loire où il y a des galets. Et on avance, et on arrive à un endroit qui s'appelle Rocknest, et on va y rester longtemps, du jour 55 au jour 101, c'est-à-dire quasiment 50 jours, on va rester là. Et c'est là qu'il va tester tous ces appareils, en particulier même ces appareils chimiques qu'il n'avait encore jamais testés. Alors le voilà, il arrive même à faire des autoportraits Curiosity, parce qu'avec son bras manipulateur qui est ici replié, il se photographie tout lui, et avec son caméra, il photographie le bras manipulateur. Et ensuite on fait des mosaïques de photos, et la NASA a publié cet autoportrait de Curiosity. Alors regardez-le qui travaille, moi il faut que je regarde l'heure. Là, il a aplati une petite dune de sable, il a aplati la petite dune de sable, et il va regarder au microscope, enfin la loupe très très forte, le genre de grains, et il voit des grains de telle couleur, des grains de telle forme. Moi, la sédimentologie, c'est pas mon truc, alors ils n'ont rien dit de ce que c'était que ça, et je ne vais pas vous en dire plus, mais vous voyez, on peut faire vraiment regarder la taille et la morphologie des grains de sable. Alors toujours dans la dune, il a sorti sa petite pelle, et puis il fait sa petite tranchée, et il a sa petite pelle pleine de sable, et avec sa petite pelle pleine de sable, il va ouvrir un clapet, il y en a 2 trous, pour mettre le sable dans une de ces 2 entrées. Alors vous pouvez, là les clapets sont fermés, ils sont ouverts, ils sont fermés, ils sont ouverts, vous voyez. Il met, et quand c'est mis, il ferme. Et alors là, il a fait 2 analyses, et c'est la première fois qu'on fait ça dans l'espace, ce que les physiciens apprécieront sous le terme de diffraction X, c'est-à-dire qu'il éclaire avec des horizons X, ça nous fait des bandes circulaires, on va dire que ça ressemble à un code-barre de magasin. Et la position, l'espacement et l'intensité de ces bandes indiquent à un spécialiste les minéraux qu'il y a. Par exemple, s'il y avait du carbone, il dirait ce carbone c'est du graphite, ou ce carbone c'est du diamant. Il donne la structure minéralogique. Et là, il voit 4 structures cristallines, l'olivine, un minéral connu sur Terre, le pyroxène, le feldspath et du verre. Ce sable, c'est des cendres volcaniques transportées par le vent. On ne sait pas d'où ça vient, c'est une dune, mais c'est transporté par le vent, et c'est pas altéré, c'est du sable basaltique pas altéré. Et quand vous avez, je ne sais pas, au milieu du Sahara, il y a quelques volcans actifs dans le Tchad, et bien certainement des dunes de sable noir au milieu du Sahara qui ressemblent beaucoup à ça. L'analyse, il a consommé un de ces flacons analytiques pour voir si ça marchait, le sable, et il ne trouve pas grand-chose dans le sable, il trouve de la vapeur d'eau, 1501e preuve qu'il y a de l'eau sur Mars, de la vapeur de CO2, alors quand on trouve du CO2, ça peut être du CO2 qui était entre les grains de sable de l'atmosphère, ou bien qu'il y a des carbonates dans le sable. Regardez comment il fait pour analyser, il prend son échantillon, il le chauffe. Et au fur et à mesure qu'il chauffe, il se dégaze des gaz. Et le CO2, par exemple, se dégaze à peu près à 400 degrés. Donc ça ne doit pas être du CO2 atmosphérique, ça doit être du CO2 qui est dans un minéral. Il sort un peu d'oxygène, un peu d'oxyde de soufre. Rien de matière organique à cette époque-là. Et il part. Il repart et il décide d'aller dans cette vallée qui est là. Alors cette vallée qui est là, Rocknest, là où il a fait toutes ses analyses pendant 2 mois, c'est ici. La vallée qui est là, on l'appelle Yellowknife Bay, la baie du couteau jaune, et il y va en faisant un détour par là, puis il va y aller par là.
Et là, c'est l'endroit qui s'appelle Chaleur. Alors voilà Chaleur. Bon, toujours le mont Sharp derrière. Alors là, ces couches, c'est extraordinaire. On va zoomer par là. On va zoomer par là. Toujours ces couches. Alors là, tout de suite, s'il y a des géologues dans la salle, ils doivent dire tout de suite, mais bon sang, qu'est-ce qu'il y a? Je sais qu'il y a un géologue là. Qu'est-ce que tu vois? Hein? Là. Là. Eh bien, vous voyez des stratifications obliques. Il y a les strates rouges, puis les jaunes qui n'ont pas la même direction. Et ça veut dire qu'il y a un courant d'eau dont on peut même connaître le sens. L'eau allait de droite à gauche sur cette... Là. Je vous donne des analogies terrestres, c'est la même chose, des strates dans un sens, des strates un peu obliques. Et ça, c'est absolument typique de sédiments déposés dans un courant d'eau. On savait qu'il y avait de l'eau courante, on avait des galets, mais ça fait la 1502e preuve qu'il y a de l'eau liquide sur Mars. Voilà. Là, vous avez une vue générale de Yellowknife Bay, je trouve ça assez extraordinaire de voir ça. Et la photo est prise d'ici, et il regarde dans cette direction. Et les forages qu'il va faire, dont je vais parler dans 5 minutes, c'est juste à côté. Voici la bordure sud de Yellowknife Bay. Les forages, il va les faire juste là. Mais en attendant d'aller les faire là, il est allé faire un petit tour par là, puis il est revenu, et puis il a fait ses forages. Donc, je vous laisse admirer le paysage. Alors, il y a comme une espèce de dallage, de pavage. Ne me posez pas la question tout à l'heure, mais à quoi c'est dû ce dallage et ce pavage? Personne, enfin moi, je n'ai pas trouvé d'équivalent terrestre, d'explication, et pour l'instant, la NASA n'a jamais rien dit. Quand je téléphone à mes copains qui sont là-bas, qui ont signé un pacte de confidentialité, ils ont ordre de ne rien dire. Alors j'essaye de les faire parler, je leur dis ça serait-il pas ça, je donne des hypothèses, et à chaque fois ils me disent oui, on y pense, c'est-à-dire que je délire pas complètement, mais je ne sais rien, je suis abominablement frustré. Alors là, on arrive sur un bord, et vous voyez que vous avez le bas, et le bord est plus dur, la roche du bord est plus dure, cette couche est plus dure, elle est plus résistante à l'érosion, elle fait une espèce de saillie, avec quasiment un abri sous roche. Si on était un insecte, on serait ici à l'abri. Hein. Les hommes préhistoriques cherchaient des choses comme ça, mais évidemment beaucoup plus grands, c'est du calcaire, et vivaient en abri sous roche là-dessous. Alors voilà donc un gros plan de cette roche dure, dessous s'étendre. Et s'il regarde au microscope, de près, de très très près, on voit que ce truc, c'est un grès. Alors monsieur tout à l'heure m'a montré un grès ferrugineux parfaitement terrestre, mais là vous avez un grès parfaitement martien, qui ressemble d'ailleurs un peu au sien, parce qu'il est rouge. La seule possibilité, monsieur, que votre caillou soit une météorite, c'est que ce soit une météorite martienne qui vient d'un banc de grès de ce type-là. Donc là encore, vous voyez, les grains de sable sont roulés. Là encore, un transport, 1503e preuve qu'il y a de l'eau liquide sur Mars. Alors, il y a des endroits où, sous cette couche dure, on voit une couche moins dure, c'est pour ça qu'elle est en creux, et il y a des fractures blanches dedans. Vous voyez ces fractures blanches, et l'œil du géologue, quand il regarde ici, là vous avez, c'est pas un agrandissement, c'est la même chose que le carré à la même taille, mais j'ai signalé avec des tresses qu'on voit, on voit ici des structures, voyez. Et en fait, le géologue dit, bon ça c'est des cristaux, et ce qui sur Terre ressemble le plus à ça, c'est du sulfate de calcium. C'est un minéral un peu soluble dans l'eau, et si vous avez des fractures et de l'eau liquide qui circule là-dedans, si elle contient du sulfate de calcium dissous, ça va pouvoir se déposer. Alors la NASA a vachement analysé ça, ChemCam aussi, et là c'est un des rares résultats chimiques qu'ils ont publiés, donc c'est sûr que c'est vrai. Ils disent que les sédiments, l'encaissant, c'est du sable à une composition basaltique, exactement comme le plage à Hawaï, mais bien consolidé, contrairement aux plages d'Hawaï, et il y a des veines blanches dans lequel il y a du gypse, sulfate de calcium, c'est la composition chimique. Et alors là, j'ai quand même un sentiment de fierté. Ça, c'est une photo de la NASA. Vous avez l'adresse qui est ici. Et sur la photo de la NASA, il y a mon couteau. Parce que la NASA a cherché des équivalents terrestres qui ressemblent le plus à tout ça. Ils ont cherché sur le web, ailleurs. Et ce qu'ils ont trouvé, qui ressemblait plus, c'était sur le web, sur un site à moi. Ils m'ont demandé l'autorisation de mettre la photo avec mon couteau. J'ai dit oui. Et donc, il y a mon couteau sur le site de la NASA, quand même.
Alors voilà où j'ai photographié en Égypte. Alors s'il y a des gens de l'AFA qui nous écoutent, c'était lors d'un voyage AFA pour aller voir une éclipse. On n'était pas très loin de l'hôtel. Et pendant qu'il y en a qui profitaient d'aller à la piscine, moi je suis allé voir sur une colline. Et j'ai vu ça sur une colline, j'ai fait plein de photos. Et puis 4 ans après, j'ai donné ma photo à la NASA. Ils vont peut-être regretter d'être allés se baigner à la piscine. Alors, juste à côté, vous voyez à côté, il y a toujours le grès, il y a toujours les filons de gypse. On voit des petites boules, comme ça. Petites boules, si vous avez de la culture martienne, ça c'est sur Mars, ça rappelle furieusement ce qu'on voit sur Opportunity. Sur Opportunity, ils appellent ça des myrtilles. Et sur là, à Curiosity, ils appellent ça des booms. Alors, booms, j'ai pas trouvé de mot français. Quand vous avez la chair de poule, c'est le nom anglais des petites boules de la chair de poule. Si quelqu'un sait comment s'appellent en français les petites boules de la chair de poule, vous me le dites. Alors, voici donc des gros plans, des myrtilles d'Opportunity et des booms de Curiosity. Alors, Opportunity, on sait que c'est de l'oxyde de fer. Il publiait beaucoup plus de résultats il y a 9 ans que maintenant. Là, c'est des booms, je ne sais pas en quoi c'est. Alors, sur Terre, ça existe, c'est assez classique. Ces booms les plus fréquents sont en oxyde de fer. Je vous montre des myrtilles en oxyde de fer avec mon couteau. Il y en a à carbonate de calcium, il y en a dans plein de structures. Là, j'aimerais bien savoir en quoi sont ces booms. Alors, il va commencer son premier forage. Alors, il s'installe. Avant le premier forage, il va creuser là. Après le premier forage. Alors là, c'est un petit premier forage d'essai. Ils ont creusé que 1,5 cm ou 2 de profondeur. Mais juste à côté, ils en ont fait un deuxième plus profond. Donc le premier forage, le deuxième forage. Alors forage, c'est un grand mot, hein, c'est une perceuse à percussion avec un foret. Et la mèche fait 6,5 cm de long. Donc ils peuvent faire un trou d'1,5 cm de diamètre et 6 cm de long. Et ce qu'ils vont analyser, c'est la poudre, là, qu'ils prélèvent. Ils prélèvent la poudre et ils la mettent dans les compartiments. On a vu les clapets s'ouvrir et se fermer. Alors là, catastrophe, le 28 février, bug informatique. Donc, alors ils accusent les rayons cosmiques, mais bon. En général, les informaticiens terrestres, quand ça ne marche pas, n'accusent pas les rayons cosmiques. Là, ils ont un prétexte, ils accusent les rayons cosmiques. Ce qui est extraordinaire, c'est alors c'est plus ou moins prévu, les pannes informatiques, il y a 2 ordinateurs, qu'il y en a un qui ne marche pas, il se met en mode sécurité, l'ordinateur deuxième gère la sécurité, en attendant qu'on arrive à réparer à distance le premier. Vous avez peut-être déjà eu des bugs informatiques. Alors vous allez moi je vais chercher des copains qui s'y connaissent parce que j'y connais rien, ils font ça, ils touchent, ils tripotent. Là, il faut tripoter à distance. Hein, et éviter d'aggraver les choses. Mais ils ont réussi. Et en attendant qu'ils réussissent ou qu'ils grattent, ils voulaient se faire pardonner, ils ont publié un peu plus de résultats que d'habitude. Et les analyses, ils avaient transmis les résultats juste avant la panne, donc on avait les résultats des analyses. Et là, pour se faire pardonner, ils ont publié. Le sable, rappelez-vous le code barre en rayons X du sable, c'était ça. Là, c'est le code barre aux rayons X de quoi? Alors, vous voyez peut-être pas beaucoup la différence, mais elle est majeure, la différence, elle est là. C'est qu'il y a des argiles. Dans ce sable de basalte, il y a de l'argile, à peu près 20%. Et c'est une argile de type smectite qui se forme que dans les eaux non acides. Donc, les eaux qui ont roulé ce sable et tout ça n'étaient pas acides. Alors que les eaux de Curiosity, d'Opportunity, dont je vous ai parlé il y a quelques années, c'était des eaux très acides avec des sulfates de fer et pas d'argile. Alors il fait également des analyses des volatiles. Alors pareil, il prend du sable, il le chauffe. Alors là, il voit des choses très intéressantes. Il voit du soufre qui sort, à la fois du soufre oxydé comme la dernière fois, mais aussi du soufre réduit. Ça veut dire que le milieu est globalement réducteur. Il y a plus de soufre réduit que de soufre oxydé. Et il est sorti un petit peu de composés organiques sous forme de chlorométhane et de dichlorométhane. Et apparemment, il n'en est vraiment pas sorti beaucoup. Ils font des essais avant, ils chauffent avant à vide. Ils sortaient ça de chlorométhane à vide, je ne sais pas d'où il venait. Ils mettent le sable, ils rechauffent, ils sortent beaucoup plus. Donc ce chlorométhane, qui est un composé organique, donc de carbone réduit, peut venir de Mars. Mais il y en a tellement peu que la NASA est prudente et dit ça vient peut-être de Mars, mais le rapport signal sur bruit n'est pas très bon. Et on attend la prochaine analyse pour vous l'affirmer. Alors pourquoi c'est du chlorocarbone? Parce que à la surface de Mars, il y a des perchlorates. Pour simplifier, c'est l'équivalent de l'eau de Javel. Et quand vous mettez de la matière organique et de l'eau de Javel et que vous chauffez, vous faites des composés chlorés. Alors ça, c'est un peu de mauvaise nouvelle, parce que si on a des acides aminés qu'on les chauffe, ils seront détruits, on aura peut-être plus de carbone que ça, mais on aura du mal à voir que c'est de l'acide aminé.
Alors il faudrait peut-être qu'ils trouvent des endroits où il n'y a pas trop de perchlorate. Ça va être un problème assez grave. Alors si je résume toutes les observations que je viens de vous faire, on est toujours pendant la panne là. Traduisons ces observations, courbes, analyses, etc. en langage de tous les jours. Ces roches ont été déposées par de l'eau courante qui a coulé longtemps. Pour faire de l'argile, il faut que ça coule longtemps. Par de l'eau peu salée, avec un pH neutre. Ça, c'est les smectites qui nous disent l'absence de sulfate de fer. Coexistence de micro-environnements oxydés et surtout réduits. Eh bien, cet ancien environnement, tel qu'il était il y a 3,5 milliards d'années, aurait été tout à fait habitable par la majorité des bactéries terrestres actuelles. Vous prenez des bactéries terrestres actuelles, que vous allez ramasser dans une mare à côté du Gers, vous les transportez il y a 3,5 milliards d'années sur Mars, dans l'environnement tel qu'on l'a déterminé, ces bactéries prospèrent et vivent très bien. Alors, Opportunity avait vu des milieux qui étaient acides et très salés. Alors, il y a des bactéries qui vivent dans les milieux acides et très salés, mais c'est quand même des bactéries particulières. Là, c'est vraiment des bactéries de base, auraient été très bien. Alors, en outre, pour faire la vie des bactéries, il faut avant faire de la chimie prébiotique. Par exemple, prendre des acides aminés, les attacher les unes aux autres. Et toutes ces chimies prébiotiques se fait très mal en milieu acide. Par contre, très bien en milieu neutre. Donc, ce milieu est neutre. Indépendamment de la vie, il aurait pu y avoir de la chimie prébiotique et pourquoi pas de la vie éventuellement. Alors ces roches libèrent du carbone réduit, mais en quantité si faible qu'on ne peut pas être formel sur son origine martienne. Voilà le résumé. D'ailleurs c'est le résumé principal, il n'a pas trouvé grand chose depuis. Mais n'oublie pas qu'il n'est pas sur sa cible. Pour l'instant il musarde, sa cible est à 8 km. Voilà le résumé de ce qu'il a trouvé. Et puis le 19 mars, alléluia, la panne est réparée. Alors, reproblème, mais là qui était parfaitement prévu, à partir du 4-5 avril jusqu'au 1er mai, conjonction entre la Terre et le Soleil et Mars. Mars est juste derrière le Soleil, on ne peut pas communiquer. Ça, c'était prévu. Donc pendant quasiment un mois, blackout des communications. Donc 3 semaines de panne, 1 semaine où ça remarche, et 1 mois de blackout, je veux dire, d'origine astronomique. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas fait grand-chose, finalement, ce robot. Et puis, ça repart début mai, le Soleil qui est parti, plutôt Mars a continué et la Terre ont continué leur rotation autour du Soleil. Et au sol 279, ce qui correspond au 19 mai 2013, deuxième campage de forage, pas très loin, à 5 mètres. Mais ils ont pris un endroit où il y avait beaucoup de bumps. Ils veulent connaître qu'est-ce que c'est que ce poulet qui a la chair de poule. Donc, vous voyez, là, c'est là qu'il va faire son trou. Et rien qu'à cette surface, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc en faisant la différence entre cet endroit-là où il y a beaucoup de bumps et l'autre où il n'y en avait pas beaucoup, ils devront pouvoir savoir en quoi c'est ces bumps. Ils ont dû faire les analyses, rayons X, chimie, ils n'ont rien dit. Donc je ne peux pas vous dire ce qu'ils ont fait. Alors je sais qu'ils ont fait, ils ont même fait tirer avec Chemcam dans la poudre, ils ont vraiment tout, ils savent tout, mais ils ne disent rien. Alors, oh bon, ça va. J'ai décidé de tenir mes délais, alors je vais les tenir. Il faut qu'il reparte là, parce que bon, il a musardé, il va repartir. Et avant de repartir, il passe dans ce coin-là, qui est un gros rocher. Il l'avait déjà vu par derrière à l'allée. Il a décidé de regarder de très près. Alors on va faire un zoom. Ce rocher est tout vacuolaire, il y a plein de trous. Oui. Alors tout le monde dit, il y a des trous, c'est une roche volcanique. Et là, la NASA a écrit, pour une fois, a fait toute la liste des hypothèses que ça peut être avec des roches pleines de trous. Mais en privé, les gens, quand on lit ce qu'ils ont écrit, vraiment, ils privilégient la roche volcanique. Je ne suis pas du tout d'accord. On va zoomer là. Regardez bien ce que je montre par des flèches. Je verrais ça vu de loin, comme ça, sur Terre, je dirais, tiens, il y a des œufs de dinosaures. Avec la coquille, là on a l'œuf éclos, il y a le petit qui est sorti, là c'est pareil. Il y a des creux, mais souvent ces creux, c'est parce qu'il y a une espèce de roche dure, à cœur tendre et à périphérie très dure. Et quand l'érosion enlève le milieu, des fois il reste la périphérie. Alors là c'est toujours pareil, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? J'exclus plus ou moins les œufs de dinosaures. Est-ce que vous connaissez sur Terre des roches qui ressemblent à ça? Eh bien il y en a. Et c'est des roches qui ont un pouvoir astrologique, pas trop par chez nous, mais il y a des pays où c'est un pouvoir astrologique extraordinaire. On appelle ça des aétites. Donc voici un zoom. Et là, je vous ai montré des aétites dans mes mains. Aétite, ça veut dire œuf d'aigle. Donc les gens qui ont trouvé ça, je ne sais pas, au Moyen-Âge, ils ne pensaient pas aux œufs de dinosaures, mais ils pensaient aux œufs d'aigle. Et ces trucs-là
c'est quand vous avez des solutions d'eau liquide chargées de sel. En général, c'est des oxydes de fer, mais ça peut être des sulfates, ça peut être des carbonates, ça peut même être de la silice. Ça fait un mécanisme de concrétion très bizarre. Je ne vais pas vous expliquer en détail, mais ça fait ça. Alors là, c'est des aétites détachées. Là, c'est des aétites dans leur contexte. C'est en Haute-Loire. Moi, je suis auvergnat. J'aime bien prendre mes exemples par chez moi. Et là, vous avez donc à côté de mon couteau une demi-aétite qui est là. Là, vous en avez une qui est pleine. Et là, vous en avez une qui est cassée. J'aurais envie de dire, ce truc-là, c'est dû à la circulation d'eau, mais l'eau interne à la roche. C'est pas de l'eau qui coule, c'est de l'eau qui percole dans la roche. Et si c'est comme sur Terre, les plus fréquentes des structures comme ça sur Terre, c'est des eaux ferrugineuses qui font ça. Sur Mars, j'en sais rien. Alors, je sais qu'ils ont analysé ça parce qu'il y a un gros plan de Chemcam sur un truc comme ça. J'ai téléphoné à mon copain, je lui ai dit, sur Terre, à 75% de chance de l'oxyde de fer, 20% de la silice, 5% de sulfate, est-ce que tu peux me dire? Je ne dirai rien. S'il m'avait dit, je ne vous le dirai pas. Et il m'a dit une réponse, bon, tu as eu raison de ne pas parier parce que tu aurais perdu. Donc j'en déduis que ça ne doit pas être du sulfate de l'oxyde de fer. Le deuxième, j'avais mis en deuxième, c'était la silice. Le troisième, les sulfates. Je ne sais pas. Lui, il sait si la manip a marché. Moi, je ne sais pas. C'est terrible. Alors, il faut qu'on se débrouille pour sortir de notre baie. Et on sort, on monte. Alors là, c'est une photo, c'est pas une photo, c'est une photo que j'ai bricolée. En fait, j'ai pris deux mosaïques. Une mosaïque du bas, où on voyait bien les choses, une mosaïque de la montagne, on voit bien la montagne, mais souvent la NASA, quand elle fait des photos de paysages, elle ne monte pas le ciel, elle coupe, quand elle regarde ces dalles d'origine inconnue, elle coupe là. Parce que là, ça c'est loin, elle l'a déjà vu 10 fois, la montagne, elle n'a pas besoin d'avoir une 11e fois. Et si elle regarde la montagne, elle n'a pas besoin de regarder les dalles au premier plan. Mais on peut rabouter, prendre des photos à droite ou à gauche et les rabouter. Et n'importe qui d'entre vous peut le faire avec un logiciel de traitement d'image. Vous allez sur les sites de la NASA, vous piquez les photos, quand je dis piquer, c'est pas un vol, elles sont publiques, et vous les arrangez, et vous faites une mosaïque avec un premier plan géologique et ce mont Sharp qui est notre objectif que pour l'instant on n'a toujours pas atteint. Et vous pouvez vous-même faire des choses comme ça. N'hésitez pas. Et si vous en faites des très très belles, vous me le dites, vous me les envoyez par web, et puis je serai content. Alors maintenant, on va sortir, et n'oubliez pas que ce qu'on veut aller, c'est là. Mais le problème, c'est ces dunes de sable noir qui sont là. On sait que c'est des dunes vues de l'espace, et on ne va pas prendre le risque de traverser. Rappelez-vous Opportunity, qui s'est enlisé dans une dune en 2005-6. Il est resté 5 semaines enlisé, et la NASA a réussi à le faire sortir, mais elle a eu un mal fou. Pour le faire sortir, donc il était complètement enlisé. À chaque fois qu'il faisait des tours de roue, il s'enfonçait davantage. Alors, tous ces robots, que ce soit Curiosity ici, Opportunity, sont des 6 roues motrices. Encore mieux que les bobos parisiens qui ont des 4x4 dans le bois de Boulogne. Là, c'est des 6-6. Alors, ils ont pris un robot du même poids, ils ont corrigé la gravité sur Mars, ils l'ont mis dans une dune de sable qui avait la même forme, le sable, la même taille. Alors, il avait le temps d'étudier la taille du sable, parce qu'avec son objectif, il regardait. Et puis ils ont dit, qu'est-ce qui se passe si je fais taire un quart de tour dans un sens à cette roue, un quart de tour à l'autre sens? Ils ont essayé 36 possibilités en maquette, et ils ont réussi sur Terre à le faire sortir, en 5 semaines. Et ils ont refait la même chose sur Mars, et ça a marché. Enfin, sur Mars, ça a mis 5 semaines, sur Terre, ils ont dû aller plus vite. Donc, mais ils veulent éviter ce genre d'aventure, je pense, donc ils vont éviter prudemment ce cordon de dunes noires. Alors, regardez tout ce qu'il a fait. En sortant, il s'est posé par ici, il est arrivé au Rocknest, c'est là qu'il a fait son première campagne d'analyse en 2 mois, puis il est rentré dans Yellowknife Bay, on a vu Chaleur avec ses strates obliques, il est allé jusque par là, au bout il est revenu, c'est là qu'il a fait ses forages, il est revenu comme ça, et là on est le 27 juin, donc il n'y a pas très longtemps, il est resté, vous voyez, un bon moment là-dedans, puisqu'ici, il était le 53e jour, quand il est arrivé à Rocknest le 53e jour au soir, et il est sorti de ce secteur le 27 juin, sol 316, au matin. Alors, si je vous montre cette photo, c'est parce que là, c'est moi qui ai rajouté les traits rouges, mais s'il n'y a pas les traits rouges, on voit le robot qui brille, et on voit les traces qu'il a fait là où le sol est mou.
Sur les grandes dalles de roche, évidemment, on ne voit rien. Mais là où le sol est mou, on voit les traces de roues qu'il a fait. Alors, il y a peut-être des gens qui disent que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. Et donc, peut-être qu'ils ne sont jamais allés sur Mars non plus. Donc, il y a des artistes qui se sont amusés à faire toutes ces photos, à payer tout ça. Ils sont bons, ces artistes, parce qu'ils ont fait des photos de roches où ils ont mis des stratifications entrecroisées, obliques. Ils ont fait des pseudo-étites, de la cryoclastie. Il y a vraiment des artistes de... Il paraît que c'est les studios de Walt Disney qui ont fait toutes les photos prises par l'émission Apollo. Là, il y a vraiment des artistes qui sont très très forts. Alors, un petit résumé. Alors ça, c'est une carte que j'ai fait hier soir, enfin ce matin à 1h à peu près, pour montrer où est-ce qu'il en est. Hier, on était là. Le jour 355, on était là. C'était le premier anniversaire d'Opportunity, il y a 2 jours. Alors voilà le bilan qu'il a fait. Il est resté 15 jours sur place, sur le site d'atterrissage, pour se mettre en branle. Pendant 38 jours, il est allé de son site d'atterrissage jusqu'à Yellowknife Bay et toute sa région. Il est resté 274 jours là-dedans, sachant qu'il y a la panne et la conjonction comprises. Alors, le 27 juin, il est sorti, c'est ce que je vous ai montré là, hein, le 27 juin, il est sorti. Alors là, changement de rythme, on fonce. Regardez, en 28 jours, alors que là, il a fait 38 jours, là, 274, en seulement 28 jours, il a fait tout ça. Donc là, c'est parti, on fonce. Et vers la cible, comme ça. Alors, je vais vous montrer 2 ou 3 photos avant de finir. Une carte postale, prise d'ici, et puis une photo prise du sol 351. Alors, la carte postale, elle est prise d'ici. Je vous montre la carte postale. Bon, alors, regardez, là, ici, il y a une espèce de 4 petites collines alignées. La cible, elle est là-bas. Voici les 4 collines alignées, 1, 2, 3, la 4e on ne la voit pas. Et ce paysage, je trouve que c'est une belle carte postale. Alors il a pris ça le 24 juillet, il n'y a pas très longtemps. Alors je reviens en arrière, au sol 351, c'est il y a 3-4 jours là. Et pour, dans un premier temps, engueuler Bruno, et dans un deuxième temps, lui dire quand même qu'il est très fort. Je vais vous montrer une série de photos prises le jour sol 351. Mais pourquoi, avant de vous les montrer et de dire qu'à Bruno, il est génial, pourquoi je vais l'engueuler? C'est parce que l'anniversaire d'Opportunity, c'était il y a 2 jours. Il aurait quand même pu programmer ma conférence pour le 6 août. J'aurais fait ma conférence le mardi au lieu de la faire le jeudi, ça aurait eu plus de gueule. Bruno ne l'a pas fait parce qu'il avait une idée derrière la tête. Bruno est un calculateur né. Il a les éphémérides de tout dans la tête et il savait que hier ou avant-hier, il allait se passer quelque chose d'extraordinaire et il a mis sa conférence là juste après pour qu'on puisse voir cette chose extraordinaire. Alors qu'est-ce qu'il a vu le jour... J'ai vu ça hier soir en rentrant de la conférence à minuit. Je dis « Oh !» Parce qu'il ne m'a pas dit, Bruno, qu'il y avait quelque chose à regarder. J'aurais pu ne pas regarder le web hier soir. Il a vu ça. Alors, il y en a 6, là je vous en montre qu'une, je vais vous montrer les autres après. Alors, c'est des images brutes de décoffrage, aucun commentaire, aucune échelle, rien. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est Phobos et Deimos. Alors, là, il est temps universel, 8h41, 07 secondes. 8h41, 38 secondes. Une occultation de Deimos par Phobos. Merci Bruno de pouvoir montrer ça. Et Deimos ressort de l'autre côté. Une occultation de Deimos par Phobos. Vous êtes quand même des astronomes. Voilà la note astronomique dans cette conférence qui était très terre à terre finalement. Alors c'est quand même assez extraordinaire de voir ça, je peux repasser quand même. Alors il a fallu que je bricole les photos pour les mettre à la même échelle, la même orientation et tout ça, mais c'est pour ça que je me suis couché très tard ce matin. Alors, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on a fait, c'est le trait vert là. Allez, on est là. Il faut qu'on fasse ça. Donc on a fait 1600 mètres, tout compris, avec les contours, voire les tours de con qu'on a fait. Il faut maintenant qu'on fasse tout ça, ça fait 8000 à 10 000 mètres, et on arrivera au pied du mont Sharp, le Saint Graal, où là, enfin, d'après les études spectrales, il y a beaucoup d'argile.
Alors c'est très prometteur, parce que là, les études spectrales n'en voyaient pas. Il y en a pourtant 20%. Alors quand elle en voit, il doit y en avoir beaucoup. Or, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les argiles, j'ai mis smectite. Les vieilles grand-mères, enfin ma vieille grand-mère, une de mes vieilles grand-mères utilisait comme détachant de la terre de sommière. Peut-être certains d'entre vous savent ce que c'est. C'est une argile qu'on achète à la droguerie. C'est une smectite. Et cette argile est très avide de gras et autres matières organiques, tellement avide que quand vous avez une tache de gras sur votre pantalon, vous mettez la terre de sommière, vous attendez un peu, vous brossez, l'argile sèche s'en va, en emmenant avec elle son gras. Donc l'argile, c'est un bon préservateur de matières organiques. S'il y en a eu sur Mars, c'est pas dans du sable qu'on va la trouver, c'est dans de l'argile. Et là-bas, là, même qu'on ne la voyait pas, il y en a 20%, alors là, on la voit de l'espace, il doit y avoir peut-être 30-40%. Là, enfin, peut-être, on aura de la matière organique conservée, mais il faut attendre. Donc, le temps imparti va bientôt finir, surtout je voudrais vous montrer un truc web aussi. Mais j'avais dit que je ferais ça en 1 heure, donc je le fais en 1 heure. Alors pour conclure, je vous rappelle le but principal de Curiosity, déterminer si les conditions anciennes ont pu permettre, maintenant on peut répondre oui, voire ont permis, alors ça ne sait absolument rien, le développement d'une chimie prébiotique, qui avait les conditions pour qu'elle ait lieu. On ne sait pas encore si elle a lieu, et pourquoi pas, alors là on peut rêver d'une vie ancienne et très simple. Pour l'instant, rien de formellement concluant sur cette chimie du carbone, mais tous les espoirs sont permis. Alors, j'espère que s'il y a de la vie, elle est une vie très simple. Parce que si c'est une vie très compliquée, on ne la verra pas. Là, vous avez un dialogue entre 2 martiens, par les anneaux de Saturne. Notre camouflage caillou semble avoir complètement mystifié l'envahisseur. Il faut dire qu'il n'a pas l'air très malin. Hein. Ça, c'est une caricature que j'ai trouvée dans Le Monde, de Kolka-Panopa, et je trouve ça amusant, et ça résume un petit peu bien ce que je vous ai dit. Voilà, j'ai fini mon heure. Merci de votre attention. Pour vous montrer la puissance de communication de la NASA, ils ont fait un site. Alors, j'ai essayé de télécharger la chose, j'y suis pas arrivé. J'ai demandé à des informaticiens, peut-on capter ce truc-là? Ils m'ont dit, si on peut, c'est pas facile, mais on peut y aller directement sur le web. Ici, on a une liaison. C'est un panorama 360 degrés, et on peut naviguer nous-mêmes dans ce panorama 360 degrés. Non, c'est pas là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé trop loin. Ça, si vous avez des questions sur le fonctionnement du robot, hein, je me suis conservé de la matière pour répondre à vos éventuelles questions sur le fonctionnement du robot. Il faut que je clique là-dessus. Voilà. Bon, ça va venir. On met en plein écran. Alors là, il faudrait peut-être essayer de projeter ça au planétarium, ça devrait être absolument génial. Alors, on en a un zoom 360 degrés, alors là, je le fais tourner, mais vous voulez vous approcher, ben vous vous approchez. Ah, vous n'avez pas bien vu, vous voulez aller dans l'autre direction, ben vous faites marche arrière. Où est-ce que mon moteur? Hop. Voilà, voilà. Vous allez où vous voulez, hein, faites ce que vous voulez. Voilà, alors on va tourner doucement. Et moi, je trouve ça absolument génial de pouvoir faire ce qu'on veut sur Mars. Alors là, c'est les traces des réacteurs. Il a pris cette mosaïque de photos sur là où il était pendant qu'il était posé et qu'il n'était pas parti. Donc c'est un paysage de mi-août. Alors là, il a quand même pu faire un petit effort. Il y a plein de photos qu'il n'a pas pris. Il exagère. On veut regarder les photos. Vous voyez, on peut s'approcher, on fait ce qu'on veut. Et donc, cette conférence va être mise sur le site de la Ferme des Étoiles, du festival. Donc, vous aurez l'adresse sur la version PDF. C'est tout à fait libre et gratuit. Et je trouve ça absolument extraordinaire de pouvoir faire ça. L'ESA aurait pu faire des trucs comme ça, mais évidemment, il n'y a même pas pensé. Pas des trucs comme ça sur Mars, mais il aurait pu. Par exemple, la caméra qui s'est posée sur Titan, elle avait une caméra, et enfin au début, il ne voulait même pas en mettre, et qui ne bougeait pas. Alors elle a pris une photo dans une direction, comme ça marchait bien, elle a pris une deuxième, une troisième, une quatrième, mais elle était fixée sur l'appareil, la fusée, et ça ne bougeait pas. Alors on a 10 fois de suite le même paysage. C'est l'Europe. Voilà. Bon, ben, je crois que je vais m'arrêter, hein. Vous avez vu ce paysage, allez-y, c'est beau. Voilà, je vous remercie.
Alors là, j'ai de la matière si vous avez des questions sur les équipements. Parce que là, on a du temps pour les questions. Alors, on pourrait faire du Fiat Lux. Alors vous ne verrez évidemment pas la conférence de Pierre Thomas sur le site de la Ferme des Étoiles, non, puisque si vous allez sur le site de l'ESA, vous verrez que l'ESA soutient le Festival d'astronomie de Florence et qu'on ne peut évidemment pas mettre la conférence de Pierre Thomas après ce qu'il vient de dire, à moins de couper la fin. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Oui. C'était pour savoir comment le réacteur fonctionne, le réacteur nucléaire. Ah, alors la fourniture d'énergie de ce robot, contrairement à tous les autres robots martiens qui marchaient avec panneaux solaires et batterie, fonctionne avec réacteur nucléaire et batterie. Alors le réacteur nucléaire n'est pas très puissant, il délivre 120 watts, 2 ampoules électriques. La puissance de 2 ampoules électriques pour faire tourner un robot de 900 kg, vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Mais si vous avez une pente à monter, c'est pas grave, vous arrêtez au bas de la pente, vous chargez vos batteries longtemps, vous arrêtez 10 heures s'il le faut, mais vous chargez bien vos batteries, et quand vos batteries sont bien pleines, ça monte. Alors comment fonctionne ce réacteur nucléaire? Maintenant, il y a plein de thermomètres. Moi, quand j'étais petit, pour prendre ma température, je me mettais un thermomètre dans le... et le mercure montait. Alors maintenant, il ne faut surtout pas le faire, parce que le mercure, c'est dangereux. Il y a des turbines, il y a des choses comme ça. Et il y a un gaz, de la vapeur d'eau qui bout. Là, il n'y a rien qui bouge. Ça produit de l'électricité sans mouvement. Simplement avec la différence de température entre le réacteur qui est chaud et l'extérieur qui est froid. On ne pourrait pas trop faire ça sur Vénus, parce qu'il fait chaud à l'extérieur et chaud à l'intérieur. Mais sur Mars, c'est très commode. Voilà comment on a l'énergie sur Mars. Il y a une question ici. Comment vous faites pour fabriquer ce robot? Comment on fait pour fabriquer ce robot? Ah, c'est pas moi qui l'ai fabriqué. Hein. Si on regarde, il a mis longtemps à être fabriqué. J'ai les chiffres, comme disent les politiciens quand ils veulent se justifier. Alors, on a décidé de le construire en 2003. Et on a dit, en 2007, il sera fini. C'est-à-dire qu'on pensait mettre 4 ans pour le construire. Des centaines d'ingénieurs, de chercheurs, d'ouvriers, de techniciens, de tout ça. Ils ont dit, en 4 ans, on le finit. Et puis en 2007, on a fait des essais. Et puis on s'est aperçu qu'il n'était pas tout à fait au point. C'est-à-dire, on ne peut pas le faire partir en 2008, comme c'était prévu, ou en 2009. Ils ont retardé de 2 ans. C'est pour ça qu'il est parti qu'en 2011, pour être sûr qu'il soit finalement au point. Donc en fait, tu vois, entre 2003 et 2011, on a mis 8 ans pour le construire, ce robot. Donc en 8 ans, tu as quand même le temps de faire quelque chose de bien, d'essayer, de tâtonner, etc. Alors comment ils l'ont fait? Ça s'est fait en Californie. Enfin, le montage final était en Californie, mais telle ou telle pièce, par exemple une partie de la pièce qui a été faite en France, 2 pièces ont été faites en France, une à Toulouse et une à Paris. Tous ces machins-là ont été ramenés en Californie, où c'était assemblé en Californie. Une autre question? Oui. Bonsoir. Est-ce qu'il y a un planning en fait? Est-ce qu'on a une idée de quand est-ce qu'il arrivera dans la zone où justement il y a plein d'argile, où tout se décide au jour le jour, au fur et à mesure de ce qui découle? Pour l'instant, ils ont dit on va y aller vite. Vite, c'est entre 50 et 100 mètres par jour. Mettons 100 mètres, 8 km, ça fait 80 jours, on va dire 3 mois. Il ira probablement moins vite, plus lentement que ça, donc ça sera quelques mois. Mais le problème, c'est qu'il risque de voir des choses intéressantes en passant. Et s'il voit des choses intéressantes en passant, alors un coup de Chemcam, c'est rien du tout. 5 minutes, c'est réglé. Si Chemcam voit que c'est vachement bien, il faudra faire d'abord les analyses aux rayons X. Là, il faut une journée. Ensuite, dispositif, forage, analyse, chromatographie. Grosso modo, un forage, c'est 5 jours, tout compris. Donc, s'il ne s'arrête pas, dans quelques mois, il y est. S'il s'arrête parce qu'il trouve des choses intéressantes, a priori, il ne va pas trouver beaucoup de choses de nouveau. Tout ce qu'il va voir, c'est plusieurs fois la même chose qu'on a déjà vu. Mais on ne sait jamais, hein, la science est toujours pleine de surprises. Au début, personne ne comprenait pourquoi il faisait ça, moi non plus. Il a été vendu pour 2 ans, en disant 2 ans terrestre, c'est une année martienne. On a dit on a le financement pour 2 ans. Il a passé 1 an à bricoler.
En fait, ils font le pari qui marchera encore dans un an, donc il a fini ses 2 ans, et que le Congrès ne coupera pas les crédits. Ce qui est toujours possible. Par exemple, le Congrès américain, ça ne gêne pas de couper des crédits avancés. En France, enfin en Europe, on a fait le LHC, un tunnel de 27 km. Les Américains ont commencé à faire mieux. Le tunnel faisait 80 km de long dans le désert. Et s'ils l'avaient fait, eh ben, ce n'est pas nous qu'aurions trouvé le boson, c'est eux. Mais ils ont donc déjà creusé un quart, donc ça fait un quart de cercle, un quart de 80 km, donc ils ont à peu près un arc de cercle à 100 mètres de profondeur, à peu près un tunnel de 20 km, et le Congrès a dit ça coûte trop cher, ils ont coupé les crédits. C'est la champignonnière la plus chère du monde. Hein. Mais là, ils font le pari qui marchera encore, et que la NASA, le Congrès ne coupera pas les crédits. Opportunity est un bon exemple. Il était prévu pour 3 mois et 600 mètres. Il a fait 35 km, il marche depuis 9 ans et demi, et il marche et le financement arrive. Ça serait quand même extraordinairement con d'avoir un robot qui marche sur Mars et dire on est au pied de la montagne, vous avez dit 2 ans, c'est fini, on arrête tout. Je pense que c'est pas possible. Et eux, ils pensent la même chose. Donc ils ont fait le pari que ça ne durait plus 2 ans. Donc ils prennent leur temps, ils ne seront pas prêts de revenir à cet endroit-là pour voir ce que c'est qu'il y a le Nice Bay. Ils ont dit ben on va voir. Voilà, j'espère que le pari sera gagné. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il y a des questions Internet, oui. Vous essayez de nous les donner, si c'est possible. Merci. Oui, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, quelle est l'importance des équipes, tant à la NASA et peut-être en France, je crois, oui, qui travaillent pour le guidage, les analyses, enfin en permanence? Alors en permanence, c'est même moins maintenant. Par exemple, l'équipe Chemcam, si Nicolas me dit rien sur la chimie, il me dit qu'on l'a forcé à prendre 3 semaines de vacances. Parce que si vous êtes toujours sur votre ordinateur, vous allez craquer. Donc là, les Français vont prendre des vacances pendant le mois d'août. Chemcam ne va pas trop marcher. Bon, si on trouve quelque chose d'extraordinaire, peut-être qu'on les rappellera. Les équipes tournent, vivent à l'heure martienne. C'est-à-dire que la journée ne fait pas 24 heures, mais fait 24 heures et 40 minutes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le même jour, c'est le jour à Toulouse et le jour sur Mars. Au bout d'un certain nombre de semaines, quand ça sera le jour sur Mars, ça sera la nuit sur Toulouse. Donc vous rentrez chez vous le jour et vous repartez la nuit, donc un décalage. Et il y a toujours, il y a les équipes scientifiques, chaque jour ils disent voilà, on est là, le but c'est d'aller là-bas. Alors il y a les équipes techniques qui disent on va passer par ici, on évitera tel rocher, telle dune. Et puis les scientifiques disent, d'après ce qu'on sait, qu'on voit de l'espace, ici, si vous avez le temps de vous arrêter 5 minutes sur ce rocher, vous vous arrêtez. Donc, et puis ça se passe, une fois qu'ils ont décidé ça, ça se passe presque tout seul, tant par exemple qu'il n'arrive pas sur hors de tir sur Chemcam, il avance tout seul. Il y a des gens pour surveiller, mais il a des caméras de navigation, qui permettent de choisir à distance le terrain, mettons tous les 20-30 mètres. Mais il a des caméras de risque, de hasard, caméra. Si par hasard il y avait un rocher, un trou, non pas vu, il s'arrête tout seul. Ces caméras, d'ailleurs, pour Opportunity, ont posé un problème. C'est parce que la caméra, quand elle voyait une pente de plus de 20 degrés, elle disait « je m'arrête ». Et je refuse d'avancer, même si on me donne l'ordre. Des fois, qu'un technicien soit complètement sous, il dit « hé, vas-y là-dedans ». Non. Et quand ils sont arrivés sur le bord du cratère, alors c'était lequel? C'était un cratère. Ils ont voulu le faire descendre. La pente était de 25 degrés. Ils ont dû reprogrammer à distance, ce que ne peut pas faire quelqu'un dessous, là, donc reprogrammer à distance le truc pour que le robot accepte de descendre la pente de 25 degrés. C'était un pari parce qu'ils n'étaient pas sûrs qu'il puisse la monter. Il est ressorti, tout va bien. Hein. Mais donc, si maintenant qu'il est là et qu'il veut sortir, on va lui demander de faire 25 mètres par là, descendre l'escalier, on va supposer que c'est un plan incliné et non pas un escalier. L'escalier, je ne sais pas ce qu'il ferait. Mais c'est un plan incliné, descendre l'escalier, tout faire 10 mètres devant, 10 mètres à 90 degrés, ça on le programme à distance, et quelques techniciens suffisent pour voir que tout se passe bien. Je vais vous raconter une autre anecdote qui montre comment ça peut se passer là. C'est le survol de Io par Voyageur, c'est il y a très longtemps, 79. Donc la sonde est passée, elle a envoyé plein de photos. Alors on a vu cette espèce de pizza moisie qu'est Io, on n'a absolument pas compris ce que c'était.
Et puis après Io, il y avait Ganymède, Europe, tous les gens sont restés quasiment 40, il faut voir Braic raconter ça, moi je raconte ce que me raconte Braic, hein. J'y étais pas, il faut voir Braic raconter tout ça, les gens au bout de 56 heures sans sommeil, ils avaient des valoches sous les yeux, ils disaient on va se coucher. Voyageur n'avait pas transmis toutes ces données, il avait gardé à mémoire, et puis quand tout le monde est parti dormir, il transmettait toutes ces données. Et il y a plein de données de routine auxquelles on ne pense jamais, par exemple Voyageur, il fallait qu'il sache exactement où il était, pour pouvoir, par exemple, diriger son antenne vers la Terre. Et pour savoir où il était, il avait une cellule photoélectrique qui capte les objets les plus brillants du ciel, qui sont dans ce coin-là Jupiter, Io, le Soleil, Canopus et Sirius, par exemple. Avec ça, il fait de la triangulation et il sait exactement où il est. Donc, il a un petit programme qui cherche les points lumineux, Sirius, Canopus, et les sphères lumineuses, le Soleil, Jupiter, les arcs de cercle lumineux, les croissants d'Io. Il ne sait voir que ça. S'il voit quelque chose autre qu'un point, un rond ou un croissant, il bug, il plante. Or sur Io, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait des éruptions volcaniques qui faisaient des nuages qui dépassaient du croissant. Donc il y avait un croissant avec une espèce de pustule. Et donc il y a le machin automatique et quand on est arrivé là-dessus, pac, il a calé. Il a fait pip, 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 pip. Je ne dirais pas que le technicien qui servait 36 ordinateurs à la fois est venu voir ce que c'était qui était bip, bip, bip. Il a vu cette espèce de pustule sur le terminateur. Il a été dit, ben bon sang, c'est un technicien quand même qui avait un peu de culture géologique. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il y a un volcan, il a téléphoné à tout le monde, il a réveillé tout le monde, qui sont revenus avec des valises comme ça. Mais c'est comme ça qu'on a découvert les volcans actifs sur Io. Il y a donc toujours des gens qui surveillent. Là, le gros de la troupe était parti se reposer, mais il y avait quand même des gens qui faisaient marcher. D'autres questions? Il y en a une là-bas. Qu'est-ce qui se passe la nuit? Alors, eh bien, j'ai découvert hier soir qu'il regardait le ciel, puisqu'il a vu quand même une occultation de Démos par Phobos, si l'interprétation qu'on fait est la bonne, parce qu'ils n'ont rien dit. Hein. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. S'il y en a qui ont des idées, qu'est-ce que ça peut être d'autre? S'il y en a qui ont des éphémérides, ils peuvent, connaissant la latitude exacte des robots, ils peuvent savoir si c'est vrai qu'il y a eu une occultation il y a 3 jours à l'heure indiquée. Personne n'a des logiciels capables de faire ça? Enfin, ça doit exister, ou se faire. Donc, la nuit, il peut travailler. Il a même une lampe à ultraviolet, des diodes UV pour rechercher éventuellement la fluorescence de certains minéraux. Il l'a essayé, ça marche. D'après ce que j'ai vu en espionnant les photos et en regardant les communiqués officiels, à part l'essai qui montre que les diodes UV marchent, ils n'ont rien fait. Mais à toute rigueur, s'il est arrêté sur place, il peut faire des choses. Il n'y a pas de problème de panneau solaire comme l'autre, puisqu'il a sa source d'énergie à lui. Mais normalement, la nuit, ils ne vont pas avancer, il n'y a pas de phare, par exemple. Alors, les caméras ne verraient pas un obstacle imprévu. Ici. Bonsoir. Est-ce que la NASA va bientôt dévoiler aux chercheurs du monde entier toutes les analyses qu'elle tient pour l'instant secrètes? Oui. Elle ne tient pas secrète, il ne faut pas dire que c'est secret. Des gens qui ont passé 9 ans de leur vie à mettre au point un truc, ils ont la priorité pour le dégrossissage des données. Et je trouve que c'est déjà extraordinaire qu'on ait les images. Alors, je ne sais plus les textes, mais je crois qu'au bout de 6 mois, si ce n'est pas 6, c'est 9. T'es là, Brigitte? Tu sais combien de temps les données sont publiques? Brigitte n'est pas là. Donc, au bout d'un certain nombre de mois, mais qui n'est pas très grand, les données seront dans le domaine public. Mais pendant, mettons, 9 mois de garde, les Américains vont dégrossir et faire des premières publications où le plus gros du travail va être fait. Mais ils ne sont pas assez nombreux pour faire de tous les détails. Donc après, les photos, les données, les analyses seront à la disposition de tout le monde. Et n'importe qui, vous par exemple, n'importe qui, c'est statistique, hein, c'est pas n'importe qui, là. N'importe qui pourra faire quelque chose. Et les données, quand elles sont disponibles, on peut les trouver sur le web, en général. J'entends rien. Comment? Ah oui, mais je ne sais pas si je vais passer... Alors, ils vont donner des résultats bruts. Hein? Alors ensuite, il y a tout un travail de traitement, etc. Et moi, personnellement, je ne suis pas impliqué. Il y a quelqu'un dans le labo qui est impliqué, s'appelle Gilles Dromard. Mais pour l'instant, il ne me dit rien, hein, il a signé, il ne me dit rien, il respecte. Alors je peux garantir que les gens respectent leur pacte de confidentialité, c'est normal d'ailleurs. Donc, mais après, il y aura tout un travail, quand on a des données informatiques, il faut convertir des 1 et des 0, donc des myriades de bits,
en données silicium, magnésium et choses comme ça. Et c'est un gros travail, je ne pense pas que moi, personnellement, je m'y lancerai. Donc je regarderai ce que feront les chers collègues quand ça aura été publié. D'autres questions? L'ESA n'a pas de questions? Ou là-haut? Ah, tout là-haut. L'ESA a-t-elle envoyé des questions? Ah, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des questions Internet, puisque la conférence, en fait... Quand je dis l'ESA, c'est Internet. C'est retransmise sur Internet. Mais là, je peux difficilement y monter là-haut. Il y a une question là-haut. Ben oui, ils descendent à la barrière. Il faut descendre. Bonsoir. En 2009, Spirit est enlisé et on n'a pas pu l'utiliser puisque ces panneaux solaires ne pouvaient plus s'orienter correctement. Il s'est donc arrêté. Oui, excusez-moi. Mais si Curiosity, si lui s'enlise définitivement, qu'est-ce qu'on en fait puisque lui continuera à avoir une source d'énergie permanente? Alors voilà, ça c'est l'histoire de Spirit, je vais raconter. Spirit est un des 2 robots avec Opportunity qui s'est posé en 2004, qui était prévu pour durer 3 mois ou 600 mètres. Et Spirit a fait 7 km et il est mort au bout de 7 ans et quelques. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il ne s'est pas enlisé dans une dune sensu stricto, il s'est un peu empalé sur un rocher, il est monté sur le rocher, et les roues, alors je ne sais plus si c'est les roues avant, les roues droites, enfin il avait plein de roues qui ne touchaient plus par terre. Il est monté trop vite, hop, comme ça. Ils ont tout essayé pour le faire ressortir, et ils n'ont pas arrivé. Il marchait très bien. Alors ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire d'un robot qui marche très bien, mais qui ne bouge plus, donc un robot fixe. Alors il a étudié tout autour, tout ce qu'il a pu, il a fait des photos, et puis ils ont dit, c'est très simple, il y a un problème de géologie martienne et de système solaire, c'est mesurer avec une précision diabolique la rotation de Mars. On étudie avec une très grande précision la rotation de la Terre, il y a des satellites spéciaux on tire au laser et étudier la rotation d'une planète, ses variations de rotation, en fonction des saisons par exemple, quand vous avez la glace qui est sur la calotte polaire nord, elle n'est pas sur la calotte polaire sud et vice versa, et vous savez quand vous avez un corps qui tourne, une patineuse par exemple, si elle change la répartition des masses en écartant les bras, en les rapprochant, elle change sa vitesse. Donc étudier la variation très fine de la vitesse de rotation d'un corps, Mars, peut nous donner des tas de renseignements très intéressants. Ils ont dit on va se servir de ça comme émetteur fixe, garantie fixe, et on pourra savoir, il suffit de voir quand est-ce que Mars se lève. Et le problème, c'est comme l'a dit le jeune homme là-haut, enfin il me semble que c'est un jeune homme, et non pas un vieil homme, mais c'est pas péjoratif d'être vieil homme. Il avait ses panneaux solaires qui n'étaient pas bien orientés. Il était dans l'hémisphère sud, et l'hiver, si on veut qu'il marche bien, il faut que ces panneaux solaires soient orientés au nord, sinon il n'y a pas cette énergie. De toute façon, quand c'est l'hiver, il se mettait en sommeil, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas grand-chose, mais il était toujours vivant. Et quand il passait l'hiver, la NASA faisait exprès de l'orienter avec ses panneaux les plus au nord possible. Là, il avait les panneaux au sud, et donc les batteries se sont complètement déchargées pendant l'hiver, vidées, et au printemps, on a écouté voir si par hasard les batteries allaient se recharger. Il n'a jamais répondu. Donc il est là. On le voit très bien quand la caméra Hi-Raz de Mero passe. On voit, si je fouillais mon ordinateur, j'ai des photos à un moment, le miroir, le soleil qui se réfléchit sur les panneaux solaires de Spirit, ça fait un flash lumineux, l'équivalent un peu d'un flash iridium pour les astronomes de chez nous. Il y a un flash de Spirit, mais il est mort. Alors si ça arrive à lui, alors il restera vivant beaucoup plus longtemps, puisqu'a priori il a de l'énergie, donc il pourra faire jouer ce rôle. Bon, ça fait cher, $2,5 milliards pour étudier finement la rotation de Mars. Le Congrès n'aurait jamais voté un budget pareil, ça c'est sûr. Et il aurait eu raison. Est-ce qu'il reste le temps pour une question? Est-ce qu'il y en a une? Non. Eh bien, écoutez, merci de votre attention et à tout à l'heure. Society that stops exploring is a society that stops progressing. This program is the bridge to the future for humanity.